Deuxième service, qu'est-ce que ça dit pour vous? Toujours aussi bon. Oui, excellent, toujours aussi bon. La petite saucisse au bleuet, là. Bon, hein? Moi, ce que j'ai adoré, c'est le poivre des dunes sur la tomate. La tomate, c'est ça. On a vraiment fraîchement senti cueilli le goût. ce matin. Et ça fait partie des produits forestiers non ligneux, ce poivre-là, par exemple, mais aussi tout ce qui se trouve dans l'assiette. Et la filière des produits forestiers non ligneux, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, M. Huneau, parce que vous connaissez bien ça. Vous avez démarré, d'ailleurs, une attestation d'études collégiales dans le domaine au Cégep de Saint-Félicien. Qu'est-ce que c'est, les produits forestiers non ligneux? Bon, rapidement, peut-être faire un petit tour en arrière. Comment c'est ça que le Cégep de Saint-Félicien, puis le service aux entreprises, aux collectivités, a décidé de peut-être professionnaliser ou aller plus loin dans le secteur. Bon, on parle depuis beaucoup ce matin, la forêt. Souvent, elle a été vue d'une façon unidimensionnelle. C'était sa caractéristique. On regardait l'arbre différent. On a parlé des besoins d'un ensemble. Bon, mais c'est plus que ça qu'une forêt. Est-ce qu'on peut la regarder dans toute sa multidimensionnalité? C'est ce qui est important de regarder. Puis nous, bon, depuis quelques années, on a regardé que les PFNL, effectivement, ils sont de plus en plus, on regarde la forêt dans toutes ses dimensions. Et il ne faut pas se cacher qu'au Québec, à l'heure actuelle, c'est les champignons. En Amérique du Nord, c'est au Québec. Je reviendrai un petit peu plus tard sur des chiffres, mais c'est ici qu'on mange le plus de champignons. Puis on a déjà, est-ce que c'est notre côté français? Possiblement, mais c'est vrai que depuis des décennies, il y a eu des cercles de mycologie un peu partout au Québec, donc il y a eu vraiment un engouement. Puis effectivement, au Québec, c'est ici qu'on retrouve vraiment des amateurs et on retrouve les champignons beaucoup dans la cuisine. Puis c'est en Amérique du Nord, tout confondu avec le Mexique, c'est ici qu'on a une demande. Donc, ça nous a amené à regarder la possibilité de sortir du côté peut-être amateuriste et de regarder des formations en émergence, de regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les travailleurs forestiers. On a parlé beaucoup de nos nouveaux travailleurs forestiers. On a fait des expérimentations. Présentement, on est à la 2e année. Je me donne 3 ans pour bien fermer le programme de formation, bien le ficeler. Et on a fait des expériences avec des travailleurs forestiers pour leur donner cette dimension que M. Laure parlait, qu'en Europe, souvent, ils ont, une connaissance beaucoup plus holistique de la forêt. En plus de l'arbre, ils ont des connaissances sur des éléments alimentaires, sur des éléments pharmacologiques. Donc, c'est des expériences qu'on a faites. Donc, c'est une formation expérimentale de 195 heures qui donne une attestation d'études collégiales. Donc, elle est diplômante dans un premier temps. Et on part du genre champignon, donc de bien connaître le champignon. Ensuite, on attaque l'environnement, les habitats, l'écologie des systèmes, voir la composante comment cette cohabitation se fait avec les champignons puis le monde de la forêt. Et ensuite, on a même un protocole. Cette année, on a un protocole avec l'université pour regarder, dès le départ, on a attaqué comment on peut sa pérennité de ce produit-là. Donc, on fait des études. En même temps que les étudiants vont faire des exercices terrain, ils doivent tenir compte d'échantillonnages qui vont être ensuite analysés à l'université pour regarder comment. On a déjà, même si on est expérimental, on a regardé tout. Bon, on a voulu, les PFNL, regarder la forêt d'une façon holistique. Donc, le programme de formation, il est aussi d'une façon holistique. Donc, en plus de bien connaître les champignons, on doit lui donner une valeur ajoutée parce que, bon, c'est pas évident de bien le conserver. Ils ont un cours avec le MAPAC, présentement, pour bien le conserver. La sécurité. Donc, on regarde toute la sécurité au complet, autant la sécurité alimentaire avec le MAPAC que la sécurité en milieu naturel qu'on emmène. Ensuite, sa conservation et comment qu'on peut déjà avoir des idées de le transformer, son conditionnement, sa commercialisation. Comme c'est un produit en émergence, on a une partie avec la commercialisation et on termine, pour faire la boucle, la cuisine. Parce qu'un des problèmes souvent, si on veut bien vendre, bien connaître, il faut les avoir goûtés. Donc, on pousse, puis il y a un cours de cuisine avec M. Pachon, de l'Auberge Pachon. Donc, ils apprennent, ils travaillent 3 recettes. Donc, c'est un programme qui est assez complet, ce que je comprends. Il est très complet. Mais c'est vrai, puis j'ai oublié, cette année, on a fait une expérience. On a même rentré des PFNL autres que le champignon. Mais c'est ça, en fait, parce que le champignon, c'est un PFNL. C'est un PFNL, mais les PFNL comprennent beaucoup plus que ça. Les produits forestiers non ligneux, c'est l'acronyme. Cette année, on a travaillé avec Fabien Girard de la coopérative forestière de Gérardville et on a intégré une partie pour voir, tant qu'accueillir des champignons, pourquoi pas connaître les autres plantes. Qu'est-ce qu'on trouve dans la forêt?
Ben, en fait, les PFNL, À part le bois. Les PFNL, ça, c'est tout ce qu'on retrouve, sauf le bois. Fait que quand on pense aux épices de la forêt boréale, quand on pense aux petits fruits, quand on va penser, le sirop d'érable, c'en est un. Puis maintenant, on parle de plus en plus de sirop de bouleau. Oui. Puis même la sève d'érable comme de bouleau, les huiles essentielles qu'on va faire avec les arbres. Fait que tout ce qu'on va retrouver, les champignons, comme Bernard parlait justement. Alors, tout ce qu'on va retrouver en forêt, sauf la matière ligneuse, sont en fait des produits forestiers non ligneux. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Je sais que vous avez fait des recherches là-dessus, M. Laure, entre autres à l'Université du Québec à Chicoutimi. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ces PFNL-là? Il y a plusieurs avenues, là. On peut faire à peu près tout et son contraire. C'est qu'en fait, il faut aller beaucoup plus loin là, que la seule dimension de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, je voudrais se ramener au fait qu'on a des organismes biologiques sur Terre. Ça se compte en termes d'espèces là, en millions d'espèces. Et chaque espèce a ses spécificités. Donc oui, on a des molécules communes, le glucose, le sucrose, bon, mais il y a dans chaque espèce des molécules qui sont spécifiques. Puis parfois, tu as des molécules qu'on trouve dans plusieurs espèces, mais les concentrations ne sont pas les mêmes. Donc là, il y a tout un travail de débroussaillage à faire pour essayer de voir dans quelle espèce qu'on peut retrouver des molécules intéressantes. Bon, je vais vous donner un exemple. Ça peut être dans la catégorie alimentaire, quelque chose qui a bon goût, par exemple, mais ça peut être également une molécule qui va avoir un effet anticancéreux sur des tumeurs. Donc, il faut être capable de faire des tests biologiques sur chacune des molécules que l'on voit, dont on pense qu'elles pourraient avoir un effet parce qu'elles font partie d'une famille où on a déjà démontré qu'elle avait un effet anticancéreux. Si on trouvait un équivalent au Taxol dans une autre plante qui serait à peu près de la même famille, ça vaudrait vraiment la peine de tester son effet anticancéreux, puisque le Taxol, on a testé son effet anticancéreux. C'est d'ailleurs utilisé, c'est une des molécules qui est les plus naturelles, qui est les plus utilisées en traitement. Ouais. Donc, et on sait que dans l'écorce de bouleau blanc, par exemple, on a des produits qui sont très intéressants. Dans le sapin, on a un produit qui, couplé avec un autre produit, pourrait nous amener envers des dimensions curatives intéressantes éventuellement. Mais tout ça, là, c'est encore au stade de détection, d'analyse, si on a les concentrations nécessaires. C'est assez embryonnaire, mais à des places, on est rendu suffisamment loin pour commencer à faire des études. Où est-ce qu'on en est dans le répertoire de ce qui est disponible dans les forêts du Saguenay-Lac-Saint-Jean? C'est complet? C'est infini. Non, c'est genre... Non, infini. C'est infini. Ça ne sera jamais complet. Ça ne sera jamais complet parce que quand tu commences à analyser une plante, tu y vas avec des méthodologies. Mais ces méthodologies-là, elles passent à côté d'un paquet de molécules, là. La méthodologie, tu la cibles pour aller trouver une famille de molécules données. Donc, si tu n'as pas l'idée de penser que dans cette plante-là, il y a une molécule que tu ne sais pas qu'elle existe, là, donc il y a tout un travail d'exploration, d'inventaire à faire qui est énorme. Mais là-dessus, je dirais qu'on s'inspire beaucoup des connaissances autochtones, des connaissances des gens. Par exemple, lorsqu'on trouve qu'un produit alimentaire est bon, puis en plus de ça, on nous dit « Ah, il me fait du bien, il me semble que, je sais pas, ça aide ma régularité. » Prends ça comme exemple, là. Ben, ça veut dire « Oh, il y a peut-être quelque chose là-dedans qui pourrait être intéressant pour aller à un autre niveau. » Il y a une foule on pourrait dire, de nouveaux domaines à explorer là-dedans. Tant et aussi longtemps qu'on pensait qu'un arbre, ça servait juste à faire un 2x4. Disons que les microscopes n'étaient pas nécessaires. Puis là, on est en train de développer toute une nouvelle approche. Puis, entre autres, les chercheurs, présentement, parlent beaucoup plus de la fibre du bois que du bois comme tel ou de la forêt. C'est beaucoup plus à ce niveau-là. Puis, ce que les chercheurs nous disent, c'est que le bois, c'est l'or vert qui va remplacer l'or noir qui est le pétrole. Ah, ouais. Tout ce qui est fait à partir du pétrole pourrait être fait à partir de la fibre de bois. Puis, en plus aussi, c'est que ce qu'on est en train de s'apercevoir, c'est qu'il y a des sortes de propriétés, par exemple, comme que les molécules pourraient être antioxydants, qui pourraient éliminer des radicaux libres, qui pourraient faire en sorte qu'on pourrait diminuer le vieillissement. Bien, ça commence à être drôlement intéressant. Bon, dans combien de temps ça va être sur le marché, on ne le sait pas. Comment ça va fonctionner, on ne sait pas, mais il y a un potentiel. Puis je vous dirais que si, pour empêcher le vieillissement, il faut manger un petit peu de particules de bois, je vous dirais que j'aimerais pas mal mieux ça. Oui, j'aimerais beaucoup mieux ça que de chiquer de la guenille. Oui, monsieur Doux. Oui. Bon, on parlait tout à l'heure les possibilités à l'infini de ce que la forêt peut nous donner, effectivement, parce que si on a la chance, avec Fabien cette semaine, on a fait
un cocktail forestier. Vous parlez de Fabien Girard d'Original. Fabien Girard de Girardville, un parmi d'autres pour faire goûter, partager. Mais les déclinaisons sont à l'infini. Dépendamment, un peu comme M. Lord disait, on change un élément avec un autre, les molécules changent, donc les déclinaisons sont complètement à l'infini. Fabien me disait, Bernard, on ne peut même pas en voir le bout. Puis tous ces cocktails forestiers ont des vertus curatives différentes. Si on prenait juste le temps de les regarder, on serait peut-être moins dépendant d'un ensemble d'éléments, comme M. Trottier disait, un peu la pharmacologie des Autochtones, c'était elle qui existait. On pourrait arriver aux mêmes éléments. Il y a d'ailleurs des recherches que vous avez faites, M. Laure, à ce sujet-là, la pharmacologie. Ben, à l'UQAC, il y a des études importantes. Il y a même des produits qui en ont découlé. Oui, mais le produit, il n'est pas pharmaceutique, là, c'est un produit cosmétique. C'est à partir du thé du Labrador, hein, le produit qui est extrait, là, le thé du Labrador qu'on peut servir en infusion, le thé du Labrador qui fait partie de l'écosystème. Il y en a que Origina utilise également à différents endroits. Donc, mais on peut aussi l'utiliser avec un produit. Ça a été testé. Les gens ont été en mesure, nos chercheurs chez nous, de faire la démonstration scientifique que ce produit-là avait un impact suffisamment intéressant pour penser qu'au niveau d'une crème, il pourrait avoir un effet anti-rides. Je voulais juste faire un petit bout de plus. On peut aller plus loin. On peut, des fois, identifier les antioxydants qui sont actifs, puis regarder quelle complémentarité on pourrait mettre avec 2, 3 autres ensemble pour former, disons, un super jus là, qui aiderait autant à reprendre l'énergie rapidement, à avoir plus de souffle, ainsi de suite. Là. Donc, c'est infini ce qu'on peut développer. Puis il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore puis que nos jeunes vont trouver. Mais je pense que ça fait juste illustrer qu'il y a toutes sortes de produits qu'on ne regardait pas parce qu'avant, on n'avait pas besoin. Mais là, présentement, on le voit. On cherche des nouvelles utilisations. On a un immense réservoir qui est renouvelable. Misons là-dessus. Moi, je vous dirais sincèrement que comme société, si on a de l'argent à mettre dans la recherche, mettons ça davantage dans ce qui est renouvelable que dans ce qui ne l'est pas. J'ai l'impression que ça va être beaucoup plus porteur pour l'avenir. Puis, je pense que l'avenir du monde forestier va probablement être plus chimique que mécanique. Dans le passé, on pourrait dire que c'était beaucoup plus mécanique, mais j'ai l'impression que possiblement que les industries chimiques qui cherchent des produits de toutes sortes, que ce soit au niveau cosmétique ou énergétique, vont probablement être ceux qui vont investir le plus parce qu'on le sait. Présentement, nos entreprises au niveau forestier ne sont pas celles qui ont le plus d'argent, ne sont pas celles non plus qui ont été les plus innovatrices dans les nouveaux produits. J'ai l'impression que ça va prendre un partenariat et le fait qu'il y ait un nouveau partenariat avec des nouveaux débouchés, ça va donner tout un monde et probablement que le monde forestier qu'on va connaître dans 50 ans va probablement être très différent de celui d'aujourd'hui. En tout cas, il va peut-être être encore un peu dans notre assiette et puis il s'en vient encore un peu dans notre assiette avec M. le chef Carl Meury qui nous apporte notre dernier plat. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une surprise. Alors, c'est un flan de porc Perron de Saint-Prime. C'est le flan qui a été mariné, encore une fois, avec la chouape. Et la chouape, c'est celle, pas l'ambrée, ce coup-ci, mais c'est la blanche. Exact. Avec une petite sauce légèrement sucrée ici, en dessous de la carotte. C'est fait avec du thé des bois. La petite pomme de terre au cheddar Perron, vieillie. Vous allez voir, vous allez goûter là, un peu l'âge, vous allez goûter l'expérience. Parce que, comme dirait mon père, un repas, pas de pommes de terre, c'est pas un bon repas. Et puis, évidemment, le petit mignon de porc cuit rosé avec de l'armoise sauvage de notre forêt boréale dessus, avec la petite sauce champignon morille. Merci voilà. infiniment. Bonne dégustation. Merci. Et on va souligner au passage le travail du chef Carl Meury qui nous a très bien accueillis, qui nous prouve aussi qu'on peut manger gastronomique avec les plantes qu'on retrouve dans la forêt boréale. Bon, on peut manger gastronomique, on peut se vêtir à partir de la rayonne, on en parlait tout à l'heure. On peut aussi soigner nos ridules avec des crèmes anti-âge, nos cancers également, avec ce qu'on trouve dans la forêt boréale. Et à vous entendre parler, il y a vraiment toute une richesse qui nous entoure. Est-ce que cette richesse-là crée des emplois, M. Lebrun? Effectivement, elle est en clé, puis elle va en créer encore davantage dans le futur. C'est que ça vient ouvrir plein d'horizons. Que ce soit, supposé, l'ingénieur forestier, il va être obligé de regarder l'ensemble du milieu, puis à un moment donné, il va peut-être dire « Ah, parfait, moi, c'est les produits forestiers non ligneux qui m'intéressent, puis je veux viser à aménager le milieu pour favoriser ça. » Fait que ça va être vrai là-dessus, ça va être vrai pour les technologues ou les ingénieurs en sciences des bois qui travaillent plus avec le matériau. Ils vont pouvoir essayer d'explorer pour trouver toutes les utilisations qu'on pourrait en faire. Autant des chimistes pour voir plus à l'intérieur du bois, voir les molécules. Donc, je dirais,
on va pouvoir en inventer des jobs, puis il faut qu'on mise sur les jeunes, sur leur créativité pour dire « il me semble que ça se ferait ». On ne fera plus jamais rien de pareil comme on le faisait avant. Ça, Justement, est-ce que les jeunes sont au courant qu'il va y avoir des besoins, qu'il va y avoir des emplois à inventer dans ce domaine-là? Malheureusement, j'ai l'impression que pas assez. C'est peut-être parce qu'on ne se prend pas de la bonne façon pour leur montrer. C'est peut-être parce qu'on n'est pas assez passionné pour leur montrer puis qu'ils disent « écoute, ça a l'air le fun, ça. On va y aller. » C'est peut-être ça. Parce qu'on a de la difficulté à attirer les gens, mais il faut qu'on y travaille puis qu'on continue. M. Trottier? Bien, il faut être conscient que la crise forestière a fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui se disent bien, il n'y a plus d'avenir dans le monde forestier. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est compréhensible que les inscriptions puissent baisser. Mais ce qu'il faut voir, c'est plus loin que ça, de montrer aux gens que, dans le fond, c'est un produit qui a de l'avenir, c'est quelque chose sur lequel on va bâtir tout notre avenir. Si le passé du Québec était en bonne partie forestier, je crois qu'il va le demeurer. Et ça, c'est le message qu'il faut faire passer. Il faudrait que l'État québécois aussi puisse le faire. Il y a un plus, puis c'est nous ce qu'on fait quand on vante les métiers du milieu forestier. Le plus pour attirer les jeunes vers là, c'est tout le côté vert. C'est les valeurs des jeunes, c'est tout ce côté-là. Ce côté aussi qu'il y a, c'est de l'innovation. Qu'on a une super belle filière. Parce que quand on pense traditionnellement forêt, là, on pense, la scierie, l'usine de deuxième transformation. Il faut penser aussi à tout le côté des cégeps, des universités. On a besoin de chercheurs, on a besoin de monde partout. Ce qu'il faut, là, c'est de se donner un nouveau regard puis d'anoblir ces professions-là. Que l'ingénieur forestier, moi, reprenne son droit de parole puis dire qu'il est important. En attendant, on a beaucoup de travail à faire. Amener nos jeunes en forêt. Guillaume, oui. C'est ça. Bien, les jeunes, autant que toute la population, ne sont pas au courant de toutes les nouvelles technologies, tous les nouveaux produits qui émergent. En fait, il y a eu une crise forestière, puis il n'y a rien de mieux qu'une bonne crise pour se renouveler. OK? Parce qu'on c'était business as usual, c'était du papier, des 2x4 et tout ça. Puis là, une crise, bien là, il faut que tu crées plus de valeur. Fait que là, on essaie de faire des nouveaux produits, créer des nouveaux marchés pour s'en sortir. Fait que non, les jeunes ne connaissent pas tous encore tout ce qu'on fait de nouveau. Mais il y a plein de choses, justement, qui font rêver à travers tout ça. Quand on parle, justement, d'environnement, de foresterie durable, ça, c'est des points super importants. La captation du carbone, ça va chercher les jeunes côté environnemental. Mais quand on commence à parler qu'on va faire des bioplastiques avec les résidus de la pâte Kraft, puis on peut faire plein de produits innovants comme des biogaz et tout ça, bien là, on va chercher la fibre environnementale, puis le côté innovation, qui est super intéressant pour les jeunes. Puis aussi, du côté PFNL, bien là, il y a des métiers qui font rêver. Être un prospecteur de la forêt boréale, bien, crime, me semble, c'est wow, ça a l'air le fun. Pas les prospecteurs d'or, là. Les gens, ils se promènent en forêt pour aller voir c'est quoi les meilleurs secteurs, pour trouver du thé des bois, pour qu'après, les cueilleurs viennent les chercher. Fait qu'ils prennent des points GPS, il y en a d'autres qui vont chercher des champignons forestiers, puis ça devient tous des milieux interconnectés, puis justement des nouveaux métiers qui arrivent, c'est des reboiseurs-cueilleurs. Ils replantent, puis quand le prospecteur il trouve assez de plantes ou de champignons, bien, il arrête de planter des arbres, ils vont cueillir. Fait que ça fait des compléments, ça permet aux gens de travailler plus longtemps, de développer des nouveaux secteurs de l'économie. Fait que ça, là, justement, faut faire rêver les gens. Alors, c'est des métiers qui peuvent être super intéressants. En guise de complément, effectivement, Guillaume, ce qu'on a vécu avec la formation sur les PFNL, moi, c'est le contraire. Il y a eu un engouement, justement, pour ces nouveaux métiers en émergence. L'année passée, j'ai eu 400 demandes pour la formation. Et j'ai pris 3 groupes, donc 90. Et c'est tout le Québec, là. Cette année, c'est 200. Donc, puis ils rêvent, effectivement, comme Guillaume dit, c'est un nouveau métier, prospecteur de la forêt boréale, avec toute la richesse de la forêt boréale, donc la commercialisation du champignon, parce que c'est un métier, présentement, on est en déficit au niveau du champignon. On importe 250 tonnes de champignons au Québec, on en consomme 300 tonnes, là. Si on commence à mettre tous ensemble, c'est une fichue valeur économique, là. Les experts prédisent, en tout cas, certains experts dans les champignons prédisent que d'ici 10 ans, le marché des champignons pourrait valoir 100 millions de dollars au Québec. Ouais. Ça inclut le tourisme. Puis alors, est-ce qu'il y a aussi de la demande au niveau des chercheurs dans l'industrie forestière? On parlait tantôt des PFNL. On pourra pas... On ne pourra pas aller chercher tout le potentiel des PFNL si on n'a pas des chimistes, par exemple, qui sont les gens qui vont être en mesure d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a dans ces produits-là qui pourraient être intéressants, que ce soit pour le cosméceutique, la pharmaceutique, l'alimentaire. Donc, on décloisonne, vraiment. On décloisonne beaucoup les métiers de la forêt. Par contre, il faut bien s'entendre, les métiers de base, et Gérald l'a très bien dit tantôt, on doit trouver une façon de réintéresser nos jeunes aux métiers de base pour devenir ingénieur forestier, technicien forestier, professionnel de la forêt.
On doit intéresser les jeunes pour les nouveaux métiers également. Mais donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a des ouvertures, il y a des possibilités de carrière. Et on va conclure là-dessus avec, avec un petit élixir de prune. Bien, exactement. Moi, j'aime ça, souvent être le premier. Puis je vous écoutais parler là, de prendre des exemples sur d'autres pays, mais j'aimerais ça qu'on soit les premiers. Les premiers, hein? J'aimerais ça qu'eux prennent des exemples sur nous. D'ailleurs, je lève un verre à vous tous, exactement, ici, présents, des passionnés. Mais M. Bergeron qui a conçu ce vin de prune, imaginez, là, on a des bleuets au lac, là, mais des pruniers, alors ça, c'est quelque chose. Ça goûte le Porto blanc. Et c'est tout près d'ici, c'est à Métabetchouan. Chef, vous allez trinquer avec nous? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Beaucoup. Et surtout, trinquons, s'il vous plaît, au développement durable de la forêt. Merci. Voilà.